peu de pays suscitent aussi souvent la question « mais c'est où, ça, que l'Arménie ?» Avec une histoire plus ancienne que celle de la plupart des nations européennes, des paysages d'une beauté envoûtante et des habitants parmi les plus chaleureux et accueillants qu'on puisse espérer rencontrer, ce pays enclavé du Caucase ressemble à un livre de secrets, enfin ouvert après 8000 ans de silence. Ce n'est pas la destination la plus facile qui soit. Les routes peuvent être difficiles, les transports en commun sont limités, et la communication peut s'avérer compliquée si l'on ne parle ni arménien ni russe. Mais c'est en partie ce qui rend le voyage si enrichissant. L'Arménie peut être exigeante, mais elle est aussi profondément révélatrice. Voyager ici, c'est pénétrer dans un endroit où chaque montagne, chaque monastère et chaque village semblent porter une mémoire. Avant d'explorer les sites les plus remarquables du pays, il est utile de comprendre quelques éléments qui rendent l'Arménie si particulière. L'un des plus importants est que l'Arménie est devenue le premier pays au monde à adopter le christianisme comme religion d'État, en l'an 301. Ce tournant spirituel a profondément façonné la nation, et son empreinte est encore visible partout, notamment dans les églises et les monastères qui parsèment le territoire. En tant que première nation chrétienne, l'Arménie a développé une tradition extraordinaire de construction d'églises. Au fil du temps, les Arméniens ont perfectionné non seulement la conception de ces édifices sacrés, mais aussi leur insertion dans le paysage. Aujourd'hui, églises et monastères apparaissent au sommet des collines, au cœur des villes, dans des forêts secrètes et dans de paisibles villages, chacun reflétant à la fois la sagesse ancestrale et le caractère local. Parmi les plus importants figure la cathédrale d'Etchmiadzin, construite en l'an 303 et souvent considérée comme la plus ancienne cathédrale du monde. À l'intérieur des églises arméniennes, une tradition se distingue d'une manière particulièrement mémorable. Des tapis sont souvent exposés dans ces espaces sacrés et ils font bien plus qu'apporter de la couleur. Avec leurs motifs vifs et leurs dessins complexes, les tapis arméniens portent leurs propres histoires, approfondissant l'atmosphère et renforçant le lien entre la foi, l'art et la vie quotidienne. La position géographique de l'Arménie a également contribué à façonner sa culture. Situé au carrefour d'anciennes routes commerciales, dont la route de la soie, le pays est devenu un lieu d'échange où idées, marchandises et influences artistiques circulaient d'un continent à l'autre. Cette longue histoire de contact a contribué à forger les traditions et le langage visuel qui définissent encore l'Arménie aujourd'hui. Parmi les symboles les plus clairs de l'identité arménienne figurent les khatchkars, ces magnifiques pierres sculptées en forme de croix que l'on trouve près des églises, dans les cimetières et dans les espaces publics. Ces pierres expriment à la fois la foi chrétienne, la maîtrise artistique et la mémoire spirituelle. Certaines commémorent des événements importants, d'autres servent de mémoriaux, et beaucoup sont érigés comme symboles protecteurs. Des sites comme le cimetière de Noratus en contiennent d'immenses collections, si nombreuses qu'elles ressemblent à des forêts de croix sculptées. En l'an 2010, l'UNESCO a reconnu cette tradition comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Un autre pilier du patrimoine arménien est son alphabet, créé par Mesrop Mashtots en l'an 405. C'est l'un des alphabets les plus anciens et les plus distinctifs encore en usage, et il a joué un rôle essentiel dans la préservation de la langue et de la culture arménienne à travers des siècles de bouleversements. Sur le versant occidental du mont Araga se dresse le monument à l'alphabet arménien, où de gigantesques lettres de pierre jalonnent le flanc de la montagne. Les visiteurs cherchent souvent la première lettre de leur prénom, et les habitants sont généralement ravis de les aider. Le passé de l'Arménie remonte bien au-delà du christianisme. Le site antique de Karahunj, parfois surnommé le Stonehenge arménien, serait plus ancien que son homologue britannique de 3500 ans, et aurait pu servir d'observatoire préhistorique. Il y a aussi la grotte d'Arénien, où le plus ancien pressoir à vin connu au monde a été découvert, remontant à plus de 6100 ans. La même grotte a également livré la plus ancienne chaussure en cuir, conservée jamais retrouvée, vieille de plus de 5500 ans. Mais l'attrait de l'Arménie ne se limite pas à l'histoire et à la culture. Le paysage lui-même est stupéfiant. Situé au cœur du Caucase, le pays a été façonné en grande partie par une ancienne activité volcanique. Ce processus a laissé derrière lui des sommets spectaculaires, des hauts plateaux accidentés, des vallées fertiles, des canyons rouges et des lacs d'un calme et d'une clarté presque irréelle. C'est un paysage à la beauté brute et saisissante qui ne vous quitte plus. Et puis, il y a l'hospitalité arménienne. Elle laisse une impression presque aussi forte que les paysages. Les hôtes accueillent souvent leurs invités avec du lavash, le pain plat traditionnel cuit dans des fours en argile, accompagné de sel, symbole de prospérité et de chaleur.
Les hôtes ont tendance à proposer bien plus de nourriture que quiconque pourrait en manger, non par excès, mais par respect et générosité. Cet esprit dépasse le cadre du foyer. L'Arménie est connue pour être accueillante envers les autostoppeurs et même les courses en taxi peuvent prendre un tour personnel, avec des chauffeurs prompts à prodiguer conseils, opinions et conversations, comme si vous faisiez déjà partie de la communauté. De là, le voyage mène vers les endroits qui donnent à l'Arménie tout son caractère. Au centre de tout se trouve Erevan, la capitale et le cœur battant du pays. C'est l'une des villes habitées en continu les plus anciennes du monde, fondée en l'an 782 avant Jésus-Christ. Souvent surnommée la ville rose en raison de ses bâtiments en tuf volcanique, Erevan semble rayonner d'une douce chaleur, surtout au lever et au coucher du soleil. La place de la République se trouve au cœur de la vie de la ville. En plein jour, son élégante architecture néoclassique définit l'espace avec une assurance tranquille. La nuit, l'atmosphère change complètement. Les fontaines s'animent au rythme de la musique et des lumières, réunissant habitants et visiteurs dans un moment collectif d'émerveillement. C'est l'un de ces endroits où une ville révèle à la fois sa fierté et sa joie de vivre. Depuis la place, on entreprend la montée vers la cascade. Cet imposant escalier de 572 marches s'élève en terrasse au-dessus de la ville. Chaque niveau offre quelque chose de nouveau, qu'il s'agisse d'une sculpture, d'un jardin ou d'un nouveau panorama sur Erevan qui se déploie en contrebas. Au sommet se dresse le monument du 50e anniversaire de l'Arménie soviétique, un grand obélisque qui rappelle combien l'histoire de la ville est faite de strates. De là, le regard se porte vers le mont Ararat, enneigé et majestueux au loin, toujours présent, toujours chargé de sens. Non loin de là se trouve le monument Mère Arménie dans le parc de la Victoire. Installé en l'an 1967 pour remplacer une statue de Staline, il constitue un symbole puissant de la résilience et de la force arménienne. La figure s'élève au-dessus de la ville, tenant une épée et un bouclier, tandis que son piédestal rappelle une église arménienne traditionnelle. À l'intérieur de ce piédestal se trouve un musée militaire dédié aux contributions de l'Arménie pendant les guerres, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour découvrir un autre visage d'Erevan, il y a le vernissage, le marché en plein air qui célèbre l'artisanat arménien. Tapis, souvenirs en bois sculptés, bijoux et d'innombrables objets faits, mains remplissent les stands. C'est plus qu'un espace commercial. C'est une vitrine vivante de la créativité et de la tradition. En se promenant dans la ville, on remarque aussi l'une des particularités les plus simples mais les plus charmantes d'Erevan, des fontaines d'eau potable gratuites disséminées dans les rues. C'est pratique, bien sûr, mais cela reflète aussi quelque chose d'essentiel dans le caractère de la ville. Elles sont là pour tout le monde. Quand le soir tombe sur Erevan, la ville prend une toute autre allure. Des bars à vin souterrains nichés dans d'anciennes caves deviennent des lieux de rassemblement chaleureux et intimes. Ils sont idéaux pour déguster des vins arméniens, s'imprégner de l'atmosphère et laisser la conversation se prolonger bien dans la nuit. Pour les amateurs de musées, la ville offre ses propres trésors. L'Institut Mathena d'Aran abrite une remarquable collection de manuscrits anciens, préservant des siècles de mémoire littéraire et culturelle. Le musée d'histoire d'Erevan remonte encore plus loin dans le temps, avec notamment une inscription cunéiforme de l'an 782 avant Jésus-Christ, qui fait office d'acte de naissance de la ville. Pourtant, pour vraiment ressentir les racines les plus anciennes d'Erevan, aucun endroit n'est plus approprié que la forteresse d'Erebuni. Perchée sur la colline d'Arimberd, cette citadelle ourartienne marque le berceau de la ville elle-même. Construite comme centre stratégique du royaume d'Urartu, elle conserve les échos d'une époque où l'ingénierie avancée et l'urbanisme délibéré prenaient déjà forme ici. En parcourant les ruines, on découvre des traces de salles royales, de temples et d'entrepôts, ainsi que des inscriptions qui racontent les tout premiers chapitres de la capitale. Les fresques, avec leur rouge et leur bleu intense, sont particulièrement frappantes. Depuis cette colline, l'Erevan moderne s'étend en contrebas, reliant la ville antique à la ville vivante. Depuis la capitale, le récit se déplace vers un autre chapitre du passé spirituel et architectural de l'Arménie, la cathédrale de Zvartnots. Ce site du 7e siècle, désormais classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture paléochrétienne. Sa conception circulaire à 3 niveaux mêlait les influences arméniennes et byzantines d'une manière qui en faisait une prouesse d'ingénierie de son époque et contribua à façonner l'architecture religieuse ultérieure dans tout le pays. Le nom Zvartnots est souvent traduit par « ange céleste » et la légende dit que des anges auraient participé à sa construction.
Bien que la cathédrale ait été détruite au Xe siècle, probablement par un tremblement de terre, ses ruines dégagent encore une extraordinaire impression de grandeur. Les colonnes subsistantes et les sculptures finement travaillées donnent une idée de l'échelle et du raffinement que l'édifice possédait autrefois. Le site est rendu encore plus saisissant par la vue sur le mont Ararat qui se profile derrière lui, rappelant combien le patrimoine bâti et le paysage naturel de l'Arménie sont intimement liés. Il fut aussi construit près de l'endroit où le roi Tiridate III aurait rencontré saint Grégoire, l'illuminateur, en l'an 301. Ce lien fait de Zvartnots non seulement un chef-d'œuvre architectural, mais aussi un site profondément ancré dans la transformation religieuse de la nation arménienne. De là, il est impossible de ne pas penser à Khor Virap, l'un des sites les plus emblématiques d'Arménie et l'un des lieux les plus directement liés à cette transformation. Situé sur une colline près de la frontière turque, Khor Virap offre l'une des vues les plus célèbres sur le mont Ararat. Pourtant, sa véritable force vient de son histoire. C'est ici, dans une fosse souterraine profonde, que saint Grégoire l'Illuminateur fut emprisonné pendant 13 ans. Le roi Tiridate III, outragé par le refus de Grégoire d'abjurer le christianisme, le fit jeter dans cette chambre obscure. L'endroit était froid, sans lumière et sans issue. Contre toute attente, Grégoire survécut. Puis le cours de l'histoire bascula. Il fut libéré et ses prières conduisirent à la guérison du roi. Ce renversement ouvrit la voie à l'Arménie pour devenir le premier pays à adopter le christianisme comme religion d'État. Le nom Khor Virap signifie « fosse profonde » et les visiteurs peuvent encore descendre dans la chambre où Grégoire fut retenu. C'est un espace exigu, mais d'un poids émotionnel immense. Y rester, c'est ressentir de manière très directe l'ampleur de l'endurance et de la foi qui sont au cœur de l'histoire arménienne. Le voyage s'ouvre ensuite à nouveau sur la nature, au lac Sévan, souvent surnommé la perle de l'Arménie. L'un des plus grands lacs d'eau douce de haute altitude au monde, il offre une vaste étendue bleue encadrée de montagnes ondulantes et d'un ciel ouvert. C'est un endroit qui invite à la pause. L'ampleur du paysage est apaisante et la clarté du cadre le fait paraître presque hors du monde. À proximité se dresse le monastère de Sevanavank, situé sur une presqu'île qui était autrefois une île avant que le niveau du lac ne baisse. Fondé au IXe siècle par la princesse Mariam, il servit à la fois de centre spirituel et de refuge pour les moines. Les sombres églises en tuf, dédiées aux saints apôtres et à la Sainte Mère de Dieu, sont de beaux exemples d'architecture arménienne du haut Moyen-Âge et sont ornées de khatchkars finement travaillés. Le monastère joua également un rôle défensif durant les périodes de conflit. Aujourd'hui, il reste un lieu de pèlerinage et accueille des festivals culturels. Depuis l'enceinte du monastère, le panorama sur le lac Sevan et non loin de là se trouve un autre type de merveille, les gorges de Garni. Dès l'arrivée, l'endroit frappe par son caractère dramatique. Le canyon abrite la symphonie des pierres, une formation de hautes colonnes basaltiques si régulières et symétriques qu'elles ressemblent à de gigantesques tuyaux d'orgue. Formées par l'activité volcanique et sculptées par l'érosion, elles semblent moins le fruit du hasard de la nature qu'une sculpture délibérée. Le nom convient au lieu pour une autre raison également. Lorsque le vent s'engouffre dans ces formations basaltiques, il produit un effet presque musical, comme si le canyon lui-même jouait une mélodie. Pendant des siècles, les gorges ont également nourri les communautés environnantes grâce à leurs terres fertiles et à la rivière Azat qui les traverse. S'y promener avec les falaises abruptes au-dessus et la rivière en contrebas crée un sentiment fort de communion avec le paysage. Pour les amateurs d'aventure, la région propose aussi des sentiers de randonnée et des pistes tout-terrain qui en révèlent le côté le plus sauvage. Tout proche se dresse le temple de Garni, un monument sans équivalent en Arménie. C'est le seul édifice à colonnade gréco-romain encore debout dans le pays et un rare témoignage du passé pré-chrétien de l'Arménie. Construit au 1er siècle de notre ère avec le soutien de l'Empire romain, le temple était dédié à Mir, le dieu solaire de la mythologie arménienne. Érigé en basalte et encadré de grandes colonnes ioniques et de sculptures finement détaillées, il témoigne de l'influence hellénistique qui a jadis marqué cette région. Sa position sur une falaise surplombant les gorges de la rivière Azat rend le cadre presque aussi mémorable que le temple. Les vestiges d'un palais d'été royal et d'un bain romain de style antique avec des sols en mosaïque se trouvent à proximité, renforçant l'impression qu'il s'agissait autrefois d'un lieu à la fois cérémoniel et de loisir. Fait remarquable, le temple de Garni a survécu à la christianisation de l'Arménie en l'an 301, ce qui en fait l'une des très rares structures païennes encore debout.
Après un violent tremblement de terre en l'an 1679, il a été restauré, permettant aux générations futures de découvrir ce rare fragment du monde antique. À quelques kilomètres de là, l'atmosphère change du tout au monastère de Guégar. Là où Garni est ouvert et exposé, Guégar semble surgir de la montagne elle-même. Taillé directement dans les falaises, il se fond si naturellement dans le roc environnant qu'il paraît moins être une structure posée dans le paysage qu'un prolongement de celui-ci. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est l'une des grandes réalisations de l'architecture médiévale arménienne. Son nom, souvent traduit par le monastère de la Lance, vient de la tradition selon laquelle la lance ayant percé le flanc du Christ y aurait autrefois été conservée. Le monastère fut fondé au IVe siècle et agrandi au XIIe et XIIIe siècle, et ses chapelles et salles taillées dans la roche illustrent l'artisanat arménien à son apogée. L'acoustique dans les chambres rocheuses est extraordinaire. Lorsqu'une musique chorale y est interprétée, le son transforme l'espace en quelque chose de presque impossible à décrire, à la fois intime et immense. Depuis le centre de l'Arménie, l'itinéraire se dirige vers le nord, vers le Lori, une région qui captive presque immédiatement. Sa végétation luxuriante et le spectaculaire canyon du Debed lui confèrent une atmosphère différente des paysages plus secs et accidentés du sud. Pourtant, le Lori n'est pas seulement beau. Il est aussi profondément chargé d'histoire. La région abrite certains des plus remarquables monastères médiévaux d'Arménie, notamment Sanaïn et Agpat, tous deux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Construits entre les Xe et XIIIe siècles, ce n'étaient pas seulement des centres religieux. C'étaient avant des lieux de savoir, de production de manuscrits et de préservation culturelle durant l'âge d'or médiéval arménien. Dans leurs murs, la spiritualité et l'érudition se rejoignaient. Le Lori recèle aussi des trésors plus discrets. Oranachat, perché de façon spectaculaire au-dessus du canyon, offre une atmosphère plus retirée. L'église d'Odzun est un autre exemple impressionnant d'architecture paléomédiévale, tandis que la forteresse de Lori se dresse au-dessus du canyon du Debed, comme un rappel de l'importance stratégique de la région. Au-delà des monuments, les villages eux-mêmes invitent à l'exploration. Randonnées, excursions en tout terrain, tissage et cuisson du lavache font tout partie de l'expérience, tissant un lien continu entre histoire, artisanat et paysage. Depuis le Lori, le voyage atteint Dilijan, souvent surnommée la Suisse de l'Arménie. Le surnom prend tout son sens dès l'arrivée. L'air de la montagne est frais, le cadre est paisible et la ville dégage une élégance naturelle. Depuis l'époque soviétique, Dilijan est connu comme une station de cure grâce à ses sources minérales et son environnement serein. La ville allie charme désuet et confort moderne. Les rues pavées et les maisons en bois lui confèrent une atmosphère intemporelle, tandis que ses galeries, maisons d'hôtes et restaurants la maintiennent animée. Les artisans y produisent des objets en bois et en céramique qui renforcent l'identité culturelle de la ville et le rythme de vie invite à ralentir. Juste au-delà de la ville s'étend le parc national de Dilijan, l'un des grands sanctuaires naturels d'Arménie. On y trouve des monastères comme Goshavenk et Agartsin, tous deux magnifiquement nichés au milieu des arbres. Le parc est idéal pour l'exploration en plein air, avec des sentiers menant à des lacs, des cascades et des belvédères blottis dans la forêt. Le lac Pars est particulièrement populaire, que ce soit pour une promenade en barque, un pique-nique ou simplement pour savourer la beauté calme du cadre. Puis vient l'une des transitions les plus saisissantes du voyage. En quittant les paysages verdoyants, la route plonge vers le sud en direction du monastère de Tatev, perché en hauteur au-dessus des gorges de la Vorotan. Datant du IXe siècle, Tatev fut autrefois l'un des grands centres de spiritualité, d'enseignement et de culture du pays. Au XIVe et XVe siècle, l'université de Tatev y fonctionnait comme l'une des institutions les plus importantes de la région, un lieu où la philosophie, la science et la culture arménienne s'épanouissaient. La maçonnerie du monastère porte le poids de cet héritage. Pour y accéder, l'expérience elle-même est mémorable, grâce aux ailes de Tatev, le plus long téléphérique réversible sans arrêt du monde. S'étendant sur plus de 5,7 km, il transporte les visiteurs bien au-dessus des gorges, révélant falaises et frondaisons loin en contrebas. La traversée à elle seule est inoubliable. Une fois au monastère, il reste encore bien des choses à découvrir. L'une des particularités les plus intrigantes est le gavazan, une colonne du IXe siècle conçue pour osciller en réponse à l'activité sismique, témoignant de la sophistication de l'ingénierie locale. Malgré les invasions, les tremblements de terre et de multiples reconstructions, Tatev a résisté. Cette résistance en fait l'un des symboles les plus éloquents de la résilience arménienne.
Les environs enrichissent encore l'expérience, avec des sentiers et des points de vue qui révèlent la beauté préservée de la campagne, notamment le grand ermitage de Tatev, une retraite du XVIIe siècle où des moines vivaient dans la solitude tout en restant spirituellement reliés au monastère principal. En poursuivant à travers le Siunik, l'itinéraire mène au village troglodyte de Kranzoresk, l'un des sites les plus insolites du pays. Taillé dans les falaises d'un escarpement abrupt, cet ancien établissement humain se compose de centaines de grottes artificielles qui servaient autrefois de maisons, d'écoles et d'églises. L'endroit est à la fois ingénieux et improbable. Au XVIIIe siècle, Kranzoresk devint un refuge lors de la résistance arménienne, associé aux combattants de la liberté menés par Mkitar Sparapet. Cette histoire confère au lieu une gravité supplémentaire. Mais les habitations troglodytiques elles-mêmes sont tout aussi impressionnantes. Des gens y habitaient encore dans les années 1950 et elles étaient conçues de manière à rester fraîches en été et chaudes en hiver. Bien avant la technologie moderne, la communauté avait su créer une vie durable à partir de la pierre et du terrain. En parcourant les grottes interconnectées, il devient plus facile d'imaginer comment le village fonctionnait autrefois comme un monde complet en soi. Des histoires de trésors cachés et de tunnels secrets circulent encore, ajoutant une part de mystère au site. L'un des points forts est aujourd'hui le pont suspendu, une passerelle de 160 mètres construite par les villageois locaux en l'an 2012. La traversée au-dessus des gorges crée un lien littéral entre le village moderne et l'ancien établissement troglodytique, comme si le passé et le présent se rejoignaient à mi-chemin. Plus au sud, dans le canyon de Roches Rouges d'Amagou, dans le Vayotzor, se dresse le monastère de Noravank. Construit au XIIIe siècle, c'est l'un des sites les plus visuellement saisissants d'Arménie. Le cadre à lui seul est extraordinaire, avec de hautes falaises rouges encadrant le monastère de toutes parts. Noravank est célèbre pour ses sculptures détaillées, notamment celle de l'église Sourb Astvat Satsin, également connue sous le nom d'église de la Sainte Mère de Dieu. Parmi ses caractéristiques les plus singulières figure un délicat bas-relief de Dieu le Père, chose rare dans l'art arménien. La conception à 2 niveaux de l'église, ses niches triangulaires et sa maçonnerie raffinée la distinguent même dans un pays riche en monastères remarquables. Il y a aussi ici une dimension d'aventure physique. Les visiteurs peuvent gravir un escalier étroit intégré directement dans la façade de l'église pour accéder à la chapelle du second niveau. L'effort est récompensé par une vue impressionnante sur le canyon. Noravank n'était pas seulement un site religieux. C'était aussi un centre culturel soutenu par l'influente famille Orbéliane. Des érudits, des artistes et des architectes, dont le célèbre Momik, contribuèrent à son développement, laissant un héritage qui définit encore le lieu. Un autre trésor plus discret est le monastère de Gindevank, un site riche en atmosphère et en histoire. Construit en l'an 936 par la princesse Sophie du Siunik, il était destiné à être un refuge spirituel pendant l'âge d'or de la région. Son église principale, Sourb Stepanos, est remarquable par ses fresques et ses khatchkars finement sculptés, qui révèlent la sophistication artistique de l'époque. Une inscription liée à la princesse Sophie compare le monastère à une perle dans le désert, et l'expression paraît tout à fait juste. Entouré d'un terrain accidenté, de vergers d'abricotiers et de noyers, et du doux murmure d'une rivière toute proche, Gindevank dégage une quiétude qui le distingue. Il servit aussi de refuge en des temps troublés. Aujourd'hui, se promener dans ces paisibles jardins offre une rencontre plus intime avec le passé spirituel de l'Arménie. De là, l'itinéraire se dirige vers Gyumri, la deuxième ville du pays et un lieu réputé pour son artisanat et ses arts. Des ateliers et des studios reflètent encore cette identité, que ce soit à travers la ferronnerie, la poterie ou d'autres formes traditionnelles de fabrication. Pourtant, ce qui laisse souvent la première et plus forte impression, c'est l'architecture. Dans le quartier historique de Koumaïri à Gyumri, les façades en tuf noir et orange créent un aspect sans équivalent ailleurs dans le pays. Les teintes volcaniques captent merveilleusement la lumière et les rues ressemblent à un musée en plein air d'une ville qui fut autrefois un centre commercial et culturel florissant au XIXe siècle. Au cœur de la ville, la place Vardanan est pleine de vie, avec ses fontaines, ses monuments et le mouvement incessant de l'activité quotidienne. Tout proche se dresse l'église du Saint-Sauveur, une structure du XIXe siècle inspirée de la cathédrale d'Ani. Construite en tuf sombre, elle est à la fois belle et profondément symbolique.
L'église a subi de graves dommages lors du dévastateur tremblement de terre de Spitak en 1988, et sa restauration en cours ressemble à un reflet de Gyumri elle-même, blessée mais déterminée à survivre. Au-dessus de la ville se dresse la forteresse noire, ou Sevberd, construite dans les années 1830 lors de la période d'expansion impériale russe. Érigée avec la même pierre volcanique qui définit la ville, elle dégage une présence austère et imposante, et rappelle les tensions militaires des conflits russo-persans. Depuis sa position dominant Gyumri, la forteresse offre de larges vues sur la ville et au-delà, comme un témoin silencieux des changements qui se sont opérés en contrebas. Tout près, la statue de la mère Arménie de Gyumri ajoute une autre dimension de sens. Contrairement à sa version plus martiale à Erevan, celle-ci paraît plus douce et plus protectrice, comme si elle embrassait la ville à bras ouverts. À ce stade du voyage, une présence est revenue encore et encore, le mont Ararat. Son sommet enneigé est bien plus qu'un repère géographique. C'est l'un des symboles les plus profonds de l'identité arménienne. Depuis des siècles, la montagne s'est dressée dans l'imaginaire du peuple arménien comme un témoin à la fois des souffrances et de la survie, reliant la grandeur du passé à la persistance du présent. Pourtant, l'Ararat porte aussi une tristesse profonde. Bien qu'il demeure central dans la mémoire et le symbolisme arménien, il se trouve aujourd'hui au-delà des frontières de l'Arménie moderne, visible mais inaccessible. Cette séparation renvoie à l'histoire plus vaste des hauts plateaux arméniens, le cœur ancestral de la civilisation arménienne. Dans ces hauts plateaux se trouvent certains des symboles les plus puissants de la géographie historique perdue de l'Arménie. Les ruines d'Ani, jadis connues comme la ville aux 1001 églises, appartiennent à cette histoire. Au Moyen-Âge, Ani était une capitale de l'art, du commerce et de la spiritualité. Aujourd'hui, ces ruines hantées sont les témoins d'un royaume qui connut autrefois un essor d'une brillance extraordinaire. Plus au sud se trouve le lac de Van, le plus grand lac des hauts plateaux arméniens. Sur l'île d'Akhtamar s'élève la cathédrale de la Sainte-Croix, datant du Xe siècle, chef-d'œuvre de l'architecture arménienne recouvert de sculptures bibliques complexes. Elle reflète une époque où l'art, la foi et la nature étaient intimement entremêlés, et elle demeure l'un des grands monuments du génie culturel arménien. Mais cette région est marquée autant par la tragédie que par la beauté. Au fil des siècles, les invasions, les conflits et les déplacements de frontières réduisirent d'un rang progressivement la présence arménienne sur les hauts plateaux. Ce long processus atteignit son paroxysme dévastateur lors du génocide arménien, de l'an 1915 à l'an 1923. Des communautés furent anéanties, des monuments culturels furent perdus, et plus d'1 million à 1,5 million de vies furent emportées, tandis que des centaines de milliers d'autres personnes furent chassées de leur foyer. Durant ce sombre chapitre, le mont Ararat, Ani, l'Al d'Akhtamar et bien d'autres trésors liés au patrimoine arménien furent séparés des frontières de l'Arménie moderne. Et pourtant, le peuple arménien a survécu. À Erevan, le mémorial du génocide arménien de Tsitsernakaberd se dresse comme une expression solennelle du souvenir. En son centre brûle une flamme éternelle, honorant les victimes et symbolisant la détermination d'un peuple qui a refusé de disparaître, qui a reconstruit sa vie et préservé sa culture malgré des pertes immenses. L'Arménie est bien plus qu'un pays sur une carte. C'est l'histoire vivante d'une endurance et d'une imagination sans cesse renouvelée, gravée dans les monastères, les montagnes, les villes, les ruines et la mémoire de ses habitants. Un proverbe arménien dit qu'un arbre aux racines solides rit des tempêtes. Peu d'images décrivent l'Arménie avec autant de justesse. Profondément ancrée dans l'histoire, mise à l'épreuve encore et encore, elle continue de se tenir debout, avec grâce, transformant les épreuves en force et la mémoire en sens. Son patrimoine, ses paysages et son âme demeurent parmi ses plus grands cadeaux, non seulement pour ceux qui l'appellent leur pays, mais pour quiconque est prêt à regarder assez attentivement pour comprendre ce que cette terre remarquable porte en elle.